Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans votre émission mensuelle L'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier pour les débutants. C'est un thème crucial pour le Sénégal en raison de la croissance démographique rapide, de l'urbanisation soutenue et du fort potentiel d'investissement en immobilier. Mais qui de mieux pour nous parler des meilleures techniques d'investissement immobilier qu'un expert immobilier de plus de 40 ans d'expérience. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Mamadou Fall, président directeur général du groupe BMF For Africa, expert immobilier, ingénieur génie civil BTP et membre de l'Ordre national des experts du Sénégal. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour madame, je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez à travers cette émission pour parler à ceux qui veulent débuter leur investissement dans le secteur immobilier. En effet, il s'agit là d'enjeux importants dans un secteur intéressant et très complexe. Merci, M. Fall, merci beaucoup. Ma première question est la suivante. Quel est l'investissement en matière d'immobilier? Très bonne question. Investir dans un secteur immobilier permet à un propriétaire de disposer d'un bien susceptible d'être loué ou revendu en vue d'en tirer des revenus et des profits intéressants dans le futur. Il peut s'agir d'un immeuble de rapport à usage d'habitation, à usage de bureau ou autres espaces commerciaux tels que les entrepôts, les magasins, les dépôts de marchandises sous douane, etc. Il peut même s'agir de terrains nus, aménagés et lotis en vue de leur revente en l'état. C'est actuellement une activité assez sécurisante et assez lucrative avec la rareté du foncier, notamment à Dakar, qui a pour conséquence de créer de bonnes tendances à l'investissement dans les locaux à usage d'habitation. D'accord, je comprends bien. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les termes et les concepts usuels à connaître en matière d'investissement immobilier? Effectivement, pour bien s'impliquer dans le marché de l'immobilier, il est important de se familiariser avec le langage qui s'y pratique. Vous allez entendre parler de promoteur immobilier. Ça veut dire quoi? Un opérateur économique du secteur du BTP qui réalise des programmes immobiliers destinés à la vente ou à la location en faveur de divers usagers et pouvant bénéficier de l'appui accompagnement, notamment financier, de l'État, des banques ou des divers bailleurs de fonds. On vous parlera également d'agents immobiliers ou d'agences immobilières. C'est une personne physique ou morale chargée de la gestion, de la location ou de la vente d'un bien immobilier moyennant un revenu sous forme de commission. On vous parlera également de courtier. C'est une personne physique relevant essentiellement du secteur informel, servant généralement d'intermédiaire, moyennant commission, entre un propriétaire de biens immobiliers et un usager potentiel. Vous entendrez souvent le terme bailleur. C'est une personne physique ou morale, pouvant être propriétaire ou agence immobilière, qui est signataire d'un contrat de bail avec un usager qu'on appelle locataire. Maintenant, au niveau de la location, il y a la location simple et la location vente. Qu'est-ce que c'est que la location simple? C'est un contrat de bail qui ne peut jamais conférer au locataire un statut de propriétaire du bien concerné
jusqu'à son terme. D'accord. Location-vente. C'est un contrat de bail ayant pour finalité de se terminer au bout d'une durée qui est bien précisée dans le contrat pour une vente en bonne et due forme en faveur de l'usager du bien immobilier concerné. C'est plus intéressant. Mais c'est différent. Vous entendrez très souvent dans le secteur immobilier de titres fonciers. C'est un titre de propriété à vocation définitive pour un propriétaire. Ça peut concerner un terrain nu, comme ça peut concerner un terrain bâti, sur une période réputée indéterminée, sauf en cas d'expropriation par l'État pour cause d'utilité publique selon des termes réglementaires. On vous parlera de bail également. À côté du titre foncier, on peut vous parler de bail. Le titre de bail, c'est un titre de propriété donné par l'État à un tiers, moyennant paiement de loyer, pour des durées bien précisées dans le bail. Effectivement, nous pouvons avoir ce qu'on appelle un bail simple. Sur un terrain à Keur Massar de 10 ans ou de 50 ans, où le propriétaire paye chaque année une redevance au fisc, à l'État. Mais il peut faire sur ce terrain tout ce qu'il veut pendant la durée qui est impartie, c'est-à-dire 10 ans ou 50 ans. Mais il y a à côté ce qu'on appelle un bail emphytéotique. Ce bail-là, il dure 99 ans. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, la direction des impôts et des domaines, te signe un bail pour 99 ans où tu peux faire tout ce que tu veux sur ce terrain-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que au bout du contrat, de la durée du contrat, vous pouvez transformer votre bail en titre foncier sur simple demande. Maintenant, il y a une notion extrêmement complexe que vous allez découvrir en tant qu'investisseur immobilier. C'est ce qu'on appelle la copropriété. C'est un mode de gestion collective et organisée sous la tutelle d'une personne qu'on appelle syndic, qui est désigné collégialement par un groupe de propriétaires individuels qui possèdent en commun un bien immobilier divisible. Exemple, un immeuble collectif, 5 étages, 6 étages, avec une vingtaine d'appartements. La SICAP en a fait, la SNHLM en a fait. On vend à des propriétaires des appartements sur cet immeuble-là. Ils ont des espaces communs, tels que le parking, tels que l'ascenseur, tels que les escaliers, tels que les cours, etc. Mais tout cela appartient en commun à tous les autres propriétaires. Mais chaque propriétaire est propriétaire individuel, privatif de son appartement. Il faut gérer tout cela. Sinon, l'escalier risque d'être mal entretenu. L'ascenseur peut être en panne tous les jours. Le parking peut poser des problèmes de cohabitation. C'est le syndic qui gère tout cela. Et chacun est propriétaire proportionnellement à la surface de son appartement. Et donne donc une contribution dans ce sens-là. C'est ça qu'on appelle la copropriété. Ce n'est pas très courant au Sénégal, mais en France, aux États-Unis, dans tous les autres pays, c'est assez bien organisé. En dernier ressort, du point de vue de la terminologie, il y a un terme que tout acteur immobilier entend souvent, la surface corrigée. C'est une méthode parmi d'autres, d'évaluation qui est mise en œuvre par l'État en vue de réguler par une loi assez coercitive les prix des loyers réputés exagérés
comme à Dakar. Cette méthode-là comprend des coefficients et des prix fixés par l'État pour éviter que les coûts des loyers ne soient pas très élevés. C'est ça la surface corrigée. Merci beaucoup, M. Fall. Avec toutes les terminologies que vous venez de nous donner, nous les débutants, nous avons une meilleure visibilité sur les techniques d'investissement. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner la typologie des propriétés immobilières? Effectivement, du point de vue de la typologie, il faut noter qu'il existe divers investissements immobiliers, mais les plus courants sont les villas individuelles, à rez-de-chaussée ou à étage, les appartements ou studios dans un immeuble collectif. On parle généralement de F1, F2, F3, F4, F5, etc. Ça veut dire 4 pièces, F5 par exemple, c'est 4 pièces plus salon. F4, c'est 3 pièces plus salon, etc. On peut également parler d'immeubles à usage d'habitation, tout simplement. Ou bien de programmes de logements sociaux, comme c'est le cas actuellement au Sénégal. Il y a aussi des immeubles à usage de bureaux uniquement et commerce, où il n'y a pas d'habitation. Il n'y a que des magasins, il n'y a que des entrepôts. On peut également avoir des immeubles mixtes, où il y a une partie à usage d'habitation, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, et à usage de bureaux pour le reste des immeubles. Ça se voit très souvent dans les centres commerciaux, à Dakar Plateau, par exemple. À Dubaï, j'en ai visité, c'est très courant. Et il y en a même qui achètent carrément un plateau pour le réaménager en bureau. Il peut s'agir également de simples parcelles viabilisées dans un lotissement aménagé, mais autorisé par l'État. Très important. On ne peut pas vendre une parcelle sans avoir fait un lotissement réglementaire et qui a été autorisé par l'État du Sénégal pour préserver les intérêts de ceux qui viennent acheter. Voilà, du point de vue de la typologie, la gamme plus ou moins complète de propriétés immobilières qu'on peut envisager en tant que débutant. Pouvez-vous nous parler des critères classiques de mesure de la rentabilité financière dans un investissement immobilier? Voilà un point extrêmement important parce qu'en général, un investisseur immobilier, il n'a pas tout l'argent. Il a peut-être une partie de l'argent, 10%, 20%, 30%. Il va emprunter au niveau des banques le reste pour compléter son investissement. Mais les banquiers, ce ne sont pas des philanthropes. Ils vont te prêter, d'accord, mais selon des conditions. Et les conditions les plus importantes pour le banquier, c'est que est-ce que ton projet-là est rentable? Car s'il n'est pas rentable, il ne pourra pas être remboursé. Les critères courants que nous avons de mesure de la rentabilité d'un projet immobilier, le premier, c'est le délai de retour ou de récupération de l'investissement. Les anglo-saxons parlent, eux, de payback time. C'est-à-dire que tu as investi X milliards, dans combien de temps, par le jeu des loyers que tu perçois, tu vas récupérer toute la somme que tu avais investie au départ. C'est pourquoi on parle d'investissement initial et de cash flow généré par les loyers perçus. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne.
Il y en a aussi qui parlent de taux de rendement interne, le TIR. Alors, cet indicateur a pour vocation de mesurer si les capitaux que toi tu as investis au départ ont une bonne représentativité pour générer des revenus intéressants face au taux d'intérêt bancaire qu'on te sert. Exemple, tu vas voir ton banquier, il te dit je vais te prêter de l'argent. À quel taux? Au taux de 15%. Si ton taux de rentabilité interne n'est pas supérieur ou égal à 15%, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre de l'argent. Et ça, c'est des spécialistes qui le calculent. Quand ils sauront quel est ton investissement initial au départ, à l'année 0, ils savent le taux auquel la banque va t'octroyer ton prêt. Ils peuvent calculer la rentabilité de ton projet au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. Alors, supposons que ce taux soit de 25%. Tu gagnes 10 points. Donc ça veut dire que c'est intéressant. Mais si le taux calculé est de 10%, or tu vas aller emprunter de l'argent à la banque au taux de 15%, ton projet n'est pas rentable, il faut l'arrêter, il faut changer le projet. Il faut penser à autre chose, parce que si tu t'y embarques en tant que débutant, ne sachant pas tous ces paramètres-là, tu vas vers la faillite. Et il y a un autre critère courant qu'on appelle la VAN, la valeur actualisée nette. Ça veut dire quoi? Que tu as un projet, par exemple, d'immeuble de rapport. Tu l'as construit en 2000. En théorie, en 2020, l'immeuble devrait être amorti. L'amortissement maintenant peut être un amortissement fiscal, c'est-à-dire réglementé par l'État. Ça peut être un amortissement technique. Ça veut dire que tout ce que tu avais acheté comme appareil, comme matériaux, sont devenus obsolètes. Alors par rapport à cette durée-là, l'immeuble qui coûtait X milliards à sa construction, au bout de 20 ans, a une autre valeur. Il est intéressant de connaître cette valeur-là. Pourquoi? Parce que au bout de 20 ans, la nouvelle valeur de l'immeuble va t'autoriser à dire que le bâtiment est totalement amorti, je peux diminuer mes taux de loyer, je peux diminuer mes charges. Mais à contrario, je peux augmenter mon entretien et ma maintenance, notamment changer l'ascenseur, changer la peinture, changer les carrelages, etc., etc. Donc c'est ça qu'on appelle la valeur actualisée nette. Alors tous ces paramètres-là, tous ces critères-là, le banquier en général ou le bailleur de fonds, il a intérêt à les connaître au départ avant de financer le projet. Et je pense que tous ces critères pris en compte vont faciliter aujourd'hui l'investissement pour les débutants. Aujourd'hui, quelqu'un qui a l'habitude de faire ce type d'investissement a assimilé les différents systèmes. Mais c'est important, naturellement, pour les débutants de savoir comment s'arranger, c'est quoi les meilleures techniques et prendre en compte effectivement ces différents critères que vous venez de citer. C'est absolument nécessaire. Parce que le banquier, quand tu lui présentes ton projet, il ne va pas s'arrêter à regarder simplement le document que lui présente. Il va faire un entretien avec toi. Il va discuter avec toi. Le fait que tu puisses maîtriser tous ces paramètres-là, du point de vue de la typologie, du point de vue de la stratégie, du point de vue de la rentabilité, permet un dialogue gagnant-gagnant. Un dialogue qui lui permet de savoir si toi tu as bien compris ton projet, oui ou non. Et toi aussi, ça te permettra de connaître les enjeux et les risques de ton projet.
D'accord, M. Fall. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les stratégies possibles pour un premier investissement? C'est une question extrêmement intéressante. Mais je pense qu'il va aller en rapport avec les recommandations et certains conseils pratiques qu'il faudrait peut-être qu'on puisse donner à des investisseurs débutants. Ce que je vais vous dire, c'est que la situation actuelle au Sénégal, du fait de l'avènement du programme des 100 000 logements, vous savez que le Sénégal s'est engagé il y a 3 ou 4 ans à produire 100 000 logements au bout de 5 ans. Ça veut dire quoi? 20 000 logements par année. Or, les capacités actuelles du Sénégal, à travers ses promoteurs classiques, SICAP, SNHLM, ne lui permettent même pas de faire 5 000 logements par année. Donc il y a là une véritable aubaine pour les promoteurs immobiliers pour faire les 15 000 autres. Il s'y ajoute que dans le montage du dossier, je suis bien placé pour le dire parce que j'ai été le président de la commission écosystème du programme des 100 000 logements. C'est le ministre de l'Urbanisme qui me l'avait confié, du temps de Fofana. L'État prévoit de mettre à la disposition des promoteurs immobiliers de façon gratuite. Quand on parle de viabilisation, ça veut dire qu'il y aura de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement, ainsi que des voiries. Et vous savez que les terrains sont chers à cause de cela. L'État va les donner gratuitement. Ensuite, l'État y ajoute que je vais faire des exonérations sur tous les matériaux, notamment ceux importés. Exonération douanière comme fiscale. Plomberie, électricité, carrelage, peinture, étanchéité, fer à béton, etc. Mais en contrepartie, ces promoteurs immobiliers dits agréés doivent arriver à vendre des logements sociaux au coût maximum de 12 millions de francs CFA. C'est ça, la stratégie de l'État. Et je crois que tout promoteur averti doit pouvoir s'insérer dans cette dynamique. Et moi, la recommandation fondamentale que je formule en tant qu'expert, que je voudrais formuler à l'endroit des investisseurs débutants, c'est ceci. Dès lors que le programme de 100 000 logements prévu par l'État doit se faire dans les 14 régions du Sénégal, il serait intéressant de donner la priorité de l'investissement immobilier, pas nécessairement à Dakar, mais dans les zones limitrophes de Dakar. Je veux parler du Lac Rose, de Diamniadio, de Keur Massar, de Niass et même de Thiès. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'entraînement qu'il faut considérer avec le TR. Et que beaucoup de gens pourront habiter dans ces zones-là et venir travailler à Dakar. Ça va permettre de désengorger Dakar et de rendre les logements à usage d'habitation plus compétitifs. La deuxième recommandation, il faut envisager des partenariats gagnant-gagnant avec des propriétaires de terrain. Dans les régions, il y a énormément de gens qui ont des hectares qui ne servent à rien du tout, ni à l'agriculture, ni à l'habitation. En faisant des partenariats avec eux, des groupements
d'entreprise, d'investissement, parce que le plus cher au Sénégal, finalement, le plus difficile à avoir, c'est le terrain. L'autre recommandation, c'est de se faire tout de suite, de se faire agréer par le ministère de l'Urbanisme. Je vous avais dit tantôt que quand on n'est pas agréé, on n'est pas éligible à être promoteur immobilier dans les 100 000 logements. Or, il y a un déficit annuel de 15 000 logements. Donc, ils ont besoin de promoteurs immobiliers. Mais il faut remplir certaines conditions exigées par la loi, mais qui vous donnent des avantages. Terrain, loti, viabilisé, aménagé gratuitement, exonération douanière et fiscale sur les matériaux de construction. Et dernière recommandation, il faut cibler les financements offerts à des taux réduits. Ça va améliorer la rentabilité de vos projets, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Exemple, la Banque de l'Habitat donne des taux de financement, parce que c'est une banque de l'habitat, plus intéressants que les banques commerciales telles que la SGBS, la CBAO ou d'autres banques commerciales. Mais il y a également des bailleurs de fonds, tels que la BAD par exemple, qui est en train d'initier un programme d'appui aux logements sociaux. Ils ont ciblé le site de Daga-Kholpa au Sénégal et un autre site en Côte d'Ivoire. Je crois que tous les promoteurs qui seront agréés par le ministère de l'Urbanisme peuvent en profiter en trouvant le prétexte de s'insérer dans le programme des 100 000 logements au Sénégal. C'est parfait, M. Fall. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner votre dernier mot par rapport aux débutants dans l'investissement immobilier, pour finir? Pour finir, je dis et j'encourage tous les promoteurs immobiliers débutants. Car, comme je l'ai dit, c'est un secteur très intéressant, très lucratif, où en tout cas, il y a des revenus à gagner, mais qui est très complexe. Donc, quand on veut être promoteur immobilier, on doit se formaliser. L'opportunité aujourd'hui des 100 000 logements permet d'être agréé. Mais à cela maintenant, il faut ajouter qu'il faut travailler avec une équipe de professionnels. Cette équipe-là peut être une équipe interne comme une équipe externalisée. On a besoin de travailler avec des architectes, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, des agences immobilières, etc. Et tout cela dans un cadre beaucoup plus global de renforcement des capacités managériales et professionnelles. Car promoteur immobilier, c'est un métier. Carrément. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fall. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. La prochaine fois, nous allons revenir avec un autre invité et un autre thème. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Rapfot Sénégal pour ne manquer aucune information sur l'immobilier au Sénégal. Merci et à très vite.